Bonjour, je m'appelle Sophie Claire et j'ai 59 ans. Je suis française, mais j'habite aux Pays-Bas depuis août 2009. Ces derniers temps, j'ai ressenti le besoin de partager l'histoire de mon cancer, depuis sa découverte jusqu'aux tentatives de traitement qui ont duré 2 ans. De partager mes peurs, mes interrogations, mon retour d'expérience au jour le jour durant cette période. En reprenant mes notes, je réalise qu'il s'est passé énormément de choses durant cette période. Je m'étonne de ce que j'ai dû endurer. En mai 2021, on m'a diagnostiqué un CPI, c'est-à-dire un cancer primitif inconnu de stade 4. Un CPI est un cancer qui s'est propagé lorsqu'il est détecté, sans toutefois que les médecins ne sachent où il a pris naissance, ce qui complique sa prise en charge. Mais revenons où tout a commencé. Nous sommes en février 2021. Je me suis rendue chez mon médecin généraliste car j'ai très mal à l'arrière d'un genou qui est rouge avec une grosse veine gonflée comme une sorte de varice. J'ai des douleurs au ventre et à l'estomac comme des coups de couteau. Je suis fatiguée et j'ai perdu beaucoup de poids. Elle m'envoie passer une échographie Doppler qui confirme que j'ai une thrombose. Une infirmière me montre comment me faire moi-même des injections quotidiennes de fraxiparine. Ça n'a pas l'air sorcier. Une piqûre tous les jours pendant 6 semaines. En parallèle, mon médecin m'envoie aussi consulter un interne à l'hôpital pour faire un check-up complet dans le but de trouver une fois pour toutes les raisons de mes douleurs au ventre qui durent depuis des années, au fil desquelles j'ai déjà passé des échographies qui n'ont jamais rien révélé. Et ma perte aussi substantielle de poids. Je passe donc un nombre incalculable d'examens en mars et avril 2021 et il s'avère que j'ai un bilan sanguin anormal, une tumeur et de gros ganglions lymphatiques. Je dois retourner à l'hôpital le 9 avril 2021 pour des examens encore plus approfondis, mais je vais être forcée de reporter ce rendez-vous, pourtant important. En effet, le 31 mars 2021, j'apprends que mon papa vient de décéder et je dois me rendre en France pour sa crémation prévue justement le 9 avril, jour où j'étais censée me rendre à l'hôpital de nouveau. On est en pleine pandémie Covid et après un test PCR négatif, je prends la route le 7 avril, direction la région parisienne. C'est fou toutes ces démarches qu'il y a à faire après un décès et c'est d'autant plus pénible qu'on est submergé par la peine d'avoir perdu un être cher. Ma sœur a repris son travail, moi je n'ai pas d'emploi aux Pays-Bas. Alors je reste en France pour organiser la succession. Mon papa était loin d'être ordonné et je trouve des monticules de papiers administratifs accumulés depuis des années, sans être triés, partout dans la maison. Difficile de venir à bout de tout ce rangement. Toujours sur le coup de la douleur d'avoir perdu notre dernier parent, mon esprit est aussi perturbé par mes propres problèmes de santé. Je vais donc retourner aux Pays-Bas le 20 avril, après avoir rassemblé tous les papiers nécessaires au notaire pour la suite et fait un peu de vide dans la maison. Attends donc pour mon rendez-vous de l'hôpital du 9 avril, qui a été reporté au 28. Je suis censée revenir en France le 3 mai pour un rendez-vous chez le notaire le 4 avec ma sœur, suite au décès de mon père. J'espère que mon mari pourra m'accompagner et me servir de chauffeur, car j'ai eu beaucoup de mal à conduire la dernière fois, dû à mes douleurs abdominales. Dans ma tête, ça tourbillonne. Je me fais beaucoup de soucis au sujet de cette tumeur qu'ils m'ont découverte. Est-ce malin? Vais-je devoir avoir une opération? Peut-être de la chimio, aussi à cause de mes ganglions lymphatiques anormaux. Le 4 mai 2021, j'aurais dû me retrouver en France avec ma sœur chez le notaire. Malheureusement, j'ai dû laisser ma sœur aller seule à ce rendez-vous, car je ne voulais pas une nouvelle fois faire passer ma santé au second plan, comme ce qui s'est passé pour sa crémation. Le rendez-vous final avec le notaire n'aura lieu qu'en septembre, et j'aurai d'ici là donné procuration à ma sœur pour m'éviter un nouveau déplacement en France. J'ai eu des bilans sanguins, des échographies, un IRM, un CT scan et finalement un PET-CT scan pour finaliser le tout. Le 4 mai, je me retrouve donc à l'hôpital de jour pour une écoponction de ma tumeur. Cette petite intervention a été très douloureuse. J'ignore encore à ce moment-là que je n'en ai pas fini avec les examens médicaux. Le 17 mai 2021, je revois l'interne chargé du diagnostic
pour un feedback des examens réalisés à ce jour. Et là, le coup près tombe. Il s'avère que la tumeur découverte, approximativement entre mon foie et mon cœur, au niveau des côtes, est maligne. C'est un adénocarcinome et il s'agirait, selon lui, d'un cancer secondaire, ce qui veut dire que c'est une tumeur qui a pour origine un cancer primitif dont les cellules cancéreuses se sont diffusées dans mon organisme par voie lymphatique. Ils ont également trouvé beaucoup de ganglions lymphatiques anormaux dans mon corps. Il me précise que c'est un cancer qui a métastasé, rein et foie, et qu'il est de stade 4, donc incurable, mais dont on peut tenter de bloquer l'évolution à ce stade, à défaut de pouvoir me guérir. Avant d'entamer tout traitement, opération, chimiothérapie ou radiothérapie, tout est vague pour l'instant, ils doivent encore trouver quel est l'organe qui a été initialement touché par le cancer, ce qui n'a pas encore été le cas malgré la batterie d'examens déjà passés. Ils ont déjà exclu pas mal de pistes grâce à eux, à la biopsie et à certains traceurs qui les orientent vers un cancer d'origine gynécologique, sein, ovaire ou utérus. Rien n'ayant été trouvé en ce sens avec le PET-CT scan, je suis envoyée vers un gynécologue pour des examens plus approfondis de mes seins ainsi que de mes ovaires et de mon utérus. Un rendez-vous est aussi planifié avec un oncologue pour le plan d'attaque. Je ressors de ce dernier rendez-vous avec l'interne, avec enfin des antidouleurs plus spécifiquement adaptés aux douleurs causées par un cancer, car rien de ce que je pouvais prendre auparavant ne me soulageait. Tout arrive en même temps. Le décès de mon père fin mars, au moment où je découvre que j'ai un cancer, puis le 20 mai un courrier qui me dit que je peux prendre rendez-vous pour me faire vacciner contre le Covid. Question à poser au cancérologue la semaine prochaine. Est-ce que je peux prendre ce rendez-vous pour me faire vacciner ou est-ce que le traitement qui va être mis en place va annuler l'effet du vaccin? Ma tête est pleine et prête à exploser depuis plusieurs semaines, depuis le décès de papa et l'annonce du cancer. Pas facile à gérer tout cela. Le résultat de ma visite chez le gynécologue semble ne rien donner. Certainement la raison pour laquelle j'ai du mal à trouver le sommeil. Le résultat de ma mammographie est bon, pas de tumeur détectée. Le résultat de l'échographie de l'utérus et des ovaires est bon également, pas de tumeur. On a aussi fait un frottis du col de l'utérus et une biopsie de l'endomètre. J'espère que la salle d'examen était bien insonorisée, car j'ai tellement hurlé des douleurs que j'ai dû effrayer toutes les femmes dans la salle d'attente. Résultat dans 3 semaines. Le mardi suivant, j'ai rencontré mon cancérologue pour la première fois. Le rendez-vous s'est bien passé, il a été très clair, franc et a répondu à toutes mes questions. Avant de commencer la chimiothérapie, il ne me parle pas de radiothérapie ou d'opération pour l'instant, il veut attendre les résultats de la biopsie de mon utérus et m'a prescrit une coloscopie que je passe le vendredi suivant. En effet, bien que le PET-CT scan ne semble rien laisser voir de suspect au niveau de mes intestins, il y a des antécédents de polypes dans ma famille, avec mon père et ma sœur, et j'ai des douleurs à ce niveau depuis des mois. Il veut autant que possible connaître l'origine de mes métastases afin de me cibler le traitement, sinon celui-ci ne sera pas efficace du tout. Nous sommes le 25 mai 2021 et nous le revoyons le 10 juin pour le plan d'attaque. Concernant ma vaccination contre le Covid, il me conseille de le faire aussitôt que possible. Le 26 mai, c'est l'anniversaire de maman, décédée il y a 2 ans, et j'ai une énorme pensée pour elle ce jour-là. Depuis son départ vers l'au-delà, je sens sa présence très fort. Elle aurait eu 84 ans. Je suis heureuse qu'elle soit partie avant de savoir que j'avais un cancer. Papa aussi. Je n'aurais pas voulu leur imposer le souci de me savoir gravement malade. Quelques jours après, ma coloscopie n'a pas pu se faire jusqu'au bout. À cause de la douleur, ils ont dû s'y reprendre à 2 fois avec 2 appareils différents, jusqu'à ce que ma tension baisse très dangereusement et qu'ils décident de tout stopper. Je vais devoir avoir une nouvelle coloscopie, cette fois sous légère anesthésie générale. Au final, on me retirera quelques polypes, mais rien de suspicieux. À ce point-là, je commence honnêtement à être très fatiguée de tous ces examens que je passe maintenant depuis le mois de mars, et j'aimerais bien que ma chimiothérapie commence,
même si je sais que cela ne veut pas être une partie de plaisir. Le temps me paraît si long entre le diagnostic et le début du traitement, d'autant que je me sens de plus en plus mal. Entre-temps, j'ai eu ma première injection contre le Covid. La seconde est prévue pour le 3 juillet. Lors de mon nouveau rendez-vous avec mon oncologue en juin 2021, il me confirme que le cancer de phase 4 dont je souffre est incurable. Avec un cancer métastatique, on ne parle plus de guérison mais de survie, de bonus de temps. J'aurais bien voulu être débarrassée de ma plus grosse tumeur, qui se trouve un peu au niveau du plexus scolaire, pour vous la situer, au-dessus de mon foie et à côté de mon cœur, car elle est tellement douloureuse que je me suis résignée à ne plus porter de soutien-gorge. Mais cette opération serait selon lui trop lourde et n'empêcherait pas le cancer de continuer à se propager. Le but de mon cancérologue est de tenter de stabiliser mon cancer. À mon stade, il n'est plus question de rémission, et de lutter contre les douleurs. Pour cela, je vais commencer une chimiothérapie avec une première cure de 3 séances, espacées de 21 jours, et il évaluera ensuite comment mon organisme y aura réagi avant de poursuivre ou non par 2 autres cures similaires. On se verra tous les mois pour un bilan sanguin et tous les 3 mois pour un CT scan. Et le 21 juin, nous avons eu une longue conversation téléphonique d'1 heure avec une infirmière très sympathique de l'hôpital de jour de cancérologie afin de me préparer à ma première séance de chimiothérapie prévue le vendredi suivant et répondre ainsi à toutes nos questions. En prévision de ma future perte de cheveux et du traumatisme que cela engendre souvent, mon mari a bien voulu me couper les cheveux le plus court possible, ce qui n'était pas chose facile pour lui car il aime les cheveux longs. Concernant les douleurs, on a commencé à prendre de l'oxycodone dès l'annonce de mon cancer, il y a quelques semaines. C'est un opiacé apparenté à la morphine et réservé au traitement des douleurs cancéreuses intenses. On a commencé avec un dosage minimum, ce qui nous permettra de l'augmenter au fil du temps. J'ai commencé avec sa forme d'action rapide de 5 mg, 3 fois par jour si besoin est, et sa forme retard de 5 mg également, toutes les 12 heures. Pour info, presque 3 ans après, je suis depuis janvier dernier passée à des cachets de 30 mg. Mon mari m'a donné carte blanche pour faire quelques achats, donc je me suis commandé de nouvelles chemises de nuit, des bonnets pour couvrir ma tête, et je me suis aussi entraînée à faire des turbans à l'aide de foulards. Le 25 juin 2021, c'est le grand plongeon vers l'inconnu, avec ma première chimiothérapie. Je me sens aussi nerveuse que pour une rentrée des classes. Après avoir avalé mon premier cachet contre les nausées, j'ai préparé mon sac. Des bouquins, mon iPad, des châles, des bouteilles d'eau. Car chaque séance est censée durer environ 5 heures. Normalement, quelqu'un peut rester avec nous durant la séance, mais à cause du Covid, les accompagnants ne peuvent rester que 5 minutes. Un facteur de stress supplémentaire. Durant la chimiothérapie, qui se déroule dans une grande salle où nous sommes tous réunis, quelqu'un passe régulièrement auprès de chacun d'entre nous pour nous proposer des boissons et des petits snacks. Après presque 8 heures de présence et de perfusion, ils ont appelé mon mari pour qu'il vienne me chercher. Cela a duré plus longtemps que les 5 heures prévues, car durant la chimiothérapie, ma tension a sévèrement chuté plusieurs fois et ils ont dû me donner des perfusions de je ne sais quoi pour la faire remonter à plusieurs reprises, pour pouvoir ainsi continuer la chimiothérapie. Du coup, je suis repartie à la maison en chaise roulante, car j'ai fait un malaise vagal au moment de partir et je tenais difficilement sur mes jambes. Je suis inondée de bouquets de fleurs par la famille, les voisins, mes amis, depuis la découverte de mon cancer. La cadence des livraisons de fleurs redouble au retour de ma première chimiothérapie, et cela fait chaud au cœur. Au lendemain de celle-ci, je n'ai pratiquement pas quitté mon lit. Je suis tellement dans les vapes que ce matin, j'ai avalé un suppositoire contre les vomissements au lieu de le faire pénétrer par le bon trou. Mon mari était sans voix lorsque je lui ai raconté ma méprise. Le 3 juillet 2021, j'ai eu mon second vaccin contre le Covid. Au total, j'aurai 3 rappels. Traitement spécial pour les personnes atteintes de cancer. J'appréhende vraiment ma deuxième chimiothérapie, car il paraît que cela vous rend encore plus malade que la première,
et j'ai vraiment enduré un enfer les 7 jours ayant suivi la première. Mais je remonte la pente doucement. Le 16 juillet 2021, à 8 heures, j'avale mon cachet de ondansetron, prescrit en prévention des nausées et vomissements aigus induits par la chimiothérapie, car ma seconde session débute dans 1 heure. J'habite à 10 minutes de l'hôpital. Cette fois, j'ai bien fait attention qu'il ne s'agisse pas d'un suppositoire. Cette deuxième séance de chimiothérapie ne durera cette fois que 6 heures. J'ai été chouchoutée comme la première fois. J'avais emmené un bouquin et mon meilleur ami, mon iPad, mais j'ai dormi presque tout le temps, entre café et petite collation sous ma couette. Il y a un charmant vieux monsieur, un bénévole, qui fait le tour de la salle et veille à ce que l'on ne manque de rien, et je suis un peu l'attraction, comme d'habitude, étant la seule Française parmi tous ces Néerlandais. De retour à la maison, je me prépare à hiberner pendant 1 semaine, comme la première fois. Il y a une grande solidarité parmi les patients. Certains viennent avec des friandises qu'ils distribuent aux co-perfusés, d'autres avec des petits cadeaux, comme ce pendentif en forme d'ange que je me suis empressée de rajouter à ma chaîne. Une jolie attention. 6 jours après ma seconde chimiothérapie, je me sens toujours au fond du gouffre. Les effets secondaires sont de plus en plus nombreux et pires que la première fois, notamment les vomissements auxquels j'avais échappé jusque-là, mais aussi des douleurs partout, comme si j'étais passée sous un rouleau compresseur, des bleus, un épuisement physique et moral plus intense, des maux de tête plus sévères que je n'arrive pas à soulager. J'ai vraiment du mal à remonter la pente, à sortir la tête de l'eau, et j'appréhende la 3e séance, planifiée début août, car je ne sais pas si j'arriverai à la supporter. Bref, je n'ai vraiment pas le moral et j'aimerais que tout s'arrête. Mes cheveux ayant commencé à tomber, je me suis résolue à me raser la tête. De nombreux bouquets continuent d'arriver. Celui-ci vient d'un ami anglais que j'affectionne particulièrement. Cette gentille attention m'a beaucoup touchée et ces fleurs sont arrivées à point nommé après une journée difficile où j'ai beaucoup pleuré, me redonnant miraculeusement le sourire. Le 6 août 2021, c'est parti pour la 3e chimiothérapie. Et le 19 août, PET-CT scan de contrôle après mes 3 premières séances de chimiothérapie. Je croise les doigts, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Le 24 août, je revois mon oncologue pour avoir les résultats. Il ressort que je n'ai pas de nouvelles métastases et que ma plus grosse tumeur est 15% moins grosse. Ces maudites chimiothérapies ont donc un effet, même si ce pourcentage de régression me semble minime après tout ce temps. On continue donc avec 3 nouvelles séances. La 4e est néanmoins repoussée d'1 semaine car mon bilan sanguin n'est pas bon. La chimiothérapie s'est également attaquée à mes globules blancs et je refais une prise de sang dans 1 semaine pour voir si leur taux est un peu remonté pour supporter cette nouvelle cure. Le 3 septembre 2021, c'est parti pour ma 4e séance de chimiothérapie qui durera seulement 4 heures cette fois-ci, avec des difficultés pour les infirmières pour trouver une bonne veine pour la perfusion. Mon bilan sanguin n'était toujours pas bon, mais mon oncologue n'a pas voulu retarder ma cure d'1 semaine supplémentaire. Il en a donc baissé la nocivité de 20% pour que mon corps puisse mieux la supporter. J'espère que cela aura tout de même la même efficacité. Depuis fin mars, j'utilisais une canne pour m'aider à marcher, mais cela n'était plus suffisant. On a donc acheté un déambulateur. Comme je l'ai choisi de couleur rouge, ma couleur préférée, on l'a surnommé ma Ferrari. Et le 14 septembre, j'ai fait ma première sortie officielle avec mon bolide, mon nouvel meilleur ami. Ça fait du bien, et bien que de courte durée, la balade autour de notre pâté de maison m'aura épuisé. Le 24 septembre 2021, j'ai droit à ma 5e séance de chimiothérapie, moment à la fois attendu et redouté. C'est généralement le mercredi suivant ma chimiothérapie, qui a toujours lieu un vendredi, que je commence à me sentir un peu mieux. Ce ne fut pas le cas cette fois-ci, car j'ai commencé la journée avec des vomissements et des chutes de tension. En plus, je dors presque 24 heures sur 24. Il est vraiment temps que ces séances de chimiothérapie cessent, car c'est vraiment de plus en plus dur à supporter. Le 13 octobre 2021, mon cancérologue me rappelle pour me dire que la 6e séance de chimiothérapie
n'aura pas lieu le vendredi suivant, car mon bilan sanguin est une nouvelle fois toujours pas bon. Il me donne une semaine de repos supplémentaire et on refait le point le mercredi suivant. Comme je l'ai dit au début de mon témoignage, je souffre d'un CPI, cancer primitif inconnu. C'est un cancer qui s'est déjà propagé lorsqu'il est détecté, sans toutefois que les médecins ne sachent où il a pris naissance. D'après mes recherches, il représente 2 à 5% des cancers détectés chaque année. Quand on diagnostique ce type de cancer, il est malheureusement souvent déjà trop tard. La 6e et dernière séance de mon second traitement de chimiothérapie a eu lieu le 22 octobre 2021. Dans mon sac, j'ai emporté des boîtes de chocolat pour remercier les infirmières ainsi que Joe, le bénévole qui veille à notre confort et qui sont aux petits soins avec nous. Le 2 novembre, CT scan de contrôle suite à la fin de ma 2e série de 3 chimiothérapies et rendez-vous dans une semaine avec mon cancérologue pour les résultats et parler de la suite de mon traitement. On se voit donc le matin du 9 novembre. Pas d'évolution des métastases. Je n'en ai pas de nouvelles, mais elles n'ont aussi pas diminué de taille depuis ces 3 dernières séances, contrairement aux 3 premières. Ce qui est positif pour mon oncologue, car ça signifie pour lui que mon cancer est stabilisé. Pour moi, c'est négatif, car j'aurais aimé qu'il m'annonce une diminution, même minime. Son plan, faire une pause de 3 mois sans chimiothérapie pour que je reprenne des forces. Mon taux de globules blancs, de globules rouges également et de plaquettes est au plus bas. Puis à l'issue de ces 3 mois, un nouveau bilan sanguin et un nouvel CT scan. Car si la stabilisation s'est arrêtée et mon bilan sanguin meilleur, il veut qu'on reparte sur de nouvelles séances de chimiothérapie. À ce moment-là, je pense que ce schéma va être mon lot jusqu'à la fin de mes jours, compte tenu que mon cancer est de stade 4 et qu'il est incurable. Mais je me demande aussi si à un moment donné, mon corps ou ma tête ne va pas supporter du tout la chimiothérapie. Durant cette période de pause de 3 mois, mes cheveux commencent à repousser, mais j'ai le sentiment que mes métastases aussi, car j'ai de plus en plus de douleurs. C'est confirmé lors du CT scan de contrôle que l'on fait le 22 février. De nouvelles métastases sont apparues et leur taille a en moyenne augmenté de 30%. Comme la chimiothérapie n'est pas aussi efficace que souhaité et que mon corps semble ne plus la supporter, mon cancérologue me demande si je serais d'accord pour intégrer un programme d'études scientifiques ciblé pour mon cas et tenter un traitement expérimental. Je dis oui, et il me dit qu'il me recontacte dans quelques jours dès qu'il a trouvé si un programme correspondant à mon cas existe et s'il y a de la place pour que je l'intègre. Les jours se transforment en mois. C'est long quand on attend des nouvelles. Il me rappelle pour me dire que oui, il a bien trouvé une étude scientifique, mais que non, ce programme est pour l'instant complet et que je ne peux pas y participer tant qu'une place ne se libère pas. En attendant, il me propose fin mars de commencer une hormonothérapie pour voir si cela peut éventuellement être efficace et aussi stopper l'avancement du cancer. Entre-temps, je retourne en hôpital de jour et on me confirme une 3e thrombophlébite. Je vous ai passé sous silence la seconde. On me dit que c'est courant quand on a un cancer. Retour donc aux injections journalières, mais j'y suis habituée maintenant et je suis devenue une pro du maniement de la seringue. J'attends aussi un autre rendez-vous avec le service orthopédique de l'hôpital pour mon épaule droite qui me fait énormément souffrir depuis des mois et paralyse mon bras. Selon mon oncologue, cela n'est pas lié au cancer. Le 31 mars 2022, je reviens à la maison après un bilan complet radiographique de mon épaule et un diagnostic. Arthrose très sévère qui nécessiterait normalement une opération chirurgicale pour remplacer l'articulation de mon épaule par un implant. Mais on me dit que compte tenu que j'ai un cancer de stade 4, cette opération n'est pas envisageable. À la place, j'ai droit à une injection de stéroïdes en infiltration, c'est très douloureux, pour soulager mes douleurs journalières, sachant que je ne retrouverai jamais la mobilité de mon épaule. Cette injection de stéroïdes est à renouveler tous les 2 ou 3 mois, dès que les douleurs redeviennent plus intolérables. Le 11 avril 2022, je me retrouve seule à la maison.
Après près de 2 ans de télétravail depuis notre petit bureau à la maison à cause du Covid, mon mari a repris le trajet vers son travail et ses collègues. Je m'étais habituée à l'avoir à mes côtés depuis l'annonce de mon cancer, il y a environ 1 an. Heureusement, il travaille à 10 minutes de la maison et peut être très rapidement de retour si besoin est. Le 17 mai 2022, je revois mon cancérologue suite à un scan de contrôle que j'ai passé à sa demande une semaine auparavant pour voir si l'hormonothérapie est efficace. Résultat, on stoppe aussi ce traitement car le scan n'est pas bon. Il s'avère que mes métastases ont encore grossi et que j'en ai de nouvelles. Il me reste donc une dernière option, être cobaye dans le programme scientifique dont il m'avait parlé plus tôt, car une place vient de se libérer. À ce moment-là de ma lutte contre le cancer, je suis consciente de tout le soutien moral que tout le monde m'apporte, mais je ne supporte plus qu'on me demande constamment, dès que je rencontre quelqu'un, famille, amis ou voisins, comment je vais. Je sais que c'est par politesse et par gentillesse, mais la seule réponse que je peux donner est toujours la même, non, ça ne va pas bien. Le programme scientifique auquel je vais participer s'appelle The Drug Rediscovery Protocol ou DREP Trial. Pardonnez mon mauvais accent anglais. J'ai donc rempli les papiers pour porter ma candidature et je dois passer une nouvelle batterie d'examens pour savoir si je suis acceptée. À savoir une nouvelle biopsie de mon adénocarcinome pour une analyse génétique, des examens du cœur et de sang. Cette étude est une recherche au niveau national aux Pays-Bas, faite par la CPCT, Center for Personalized Cancer Treatment, dans le but de tester l'efficacité de médicaments. Rendez-vous donc le lundi suivant pour une nouvelle biopsie. J'angoisse un peu, car lors de la dernière, faite il y a 1 an, j'ai beaucoup souffert, bien que ce soit fait sous anesthésie locale. Le 31 mai, je teste une nouvelle machine pour mes examens du cœur. Cela s'appelle une Symbia T6. Depuis 1 an, j'ai passé plein de CT scans, quelques PET CT scans, et je vais aussi bientôt passer mon premier SPECT CT scan. Bref, encore un examen où l'on va m'injecter une dose de radioactivité dans le sang. Le 2 juin 2022, je suis officiellement acceptée et j'intègre le programme scientifique pour l'étude de l'efficacité d'un médicament. Je suis la première de cet hôpital, me dit mon oncologue. Le médicament en question s'appelle le Piqray. C'est une sorte de chimiothérapie sous forme de cachet. Ce médicament s'adresse plus spécifiquement aux femmes ayant un certain cancer du sein et qui ont une modification génétique d'un certain gène et qui sont également réfractaires à tout autre traitement, chimiothérapie classique ou autre, comme c'est mon cas. La liste des effets secondaires est longue et effrayante, les mêmes que pour une chimio classique en fait, pouvant aussi vous amener à devenir diabétique. Spoiler alerte, je vais avoir tous les effets secondaires et ce de façon virulente. Concernant mes thromboses, qui reviennent systématiquement quelques semaines après l'arrêt de mes piqûres journalières, mon oncologue me donne un médicament, le Xarelto, qui s'avérera très efficace. Adieu les seringues. Me voici donc avec 2 nouveaux médicaments. À la base, je prenais aussi déjà, depuis des années, de l'Otirox pour mon hypothyroïdie et un antidépresseur. Devant le nombre grandissant de médicaments, j'ai investi dans un pilulier. À peine un jour après avoir démarré ce nouveau traitement avec le Piqray, les effets secondaires se font déjà sentir. Je suis dans un état pitoyable, complètement KO, comme après une séance de chimiothérapie classique sous perfusion. 4 jours après, j'ai perdu tout appétit. Je suis constamment nauséeuse et j'ai des hauts le cœur à 2 doigts de vomir. Je n'avais déjà plus très faim, mais cela empire. Le matin, j'avale difficilement un demi-pain au chocolat, le midi un yaourt à boire et quelques grains de raisin, et le soir un œuf dur et du raisin à nouveau. C'est terrible de ne pas avoir faim, car vous savez que vous devez vous alimenter, mais rien ne passe. Depuis le début de ma prise de Piqray,
J'ai des prises de sang hebdomadaires au lieu de mensuelles pour surveiller mon taux de glucose à jeun, car son augmentation est l'un des effets secondaires les plus fréquents. Une semaine après le début de mon traitement, mon taux fait un bond à 7,5. Je n'ai jamais eu de problème de glucose avant. Je suis curieuse de savoir ce que cela va donner dans une semaine. Après seulement 10 jours de piqûres, j'expérience d'autres effets secondaires. Après une perte quasi complète d'appétit, cela fait 2 jours que je frôle les 40 de fièvre et j'ai de fortes diarrhées. Je me suis réveillée avec des rougeurs et un œdème au visage, le déformant complètement. De plus, tout mon corps est complètement recouvert de plaques rouges. Effet secondaire possible et connu du piqûre. On appelle donc le service oncologie de l'hôpital pour savoir quoi faire, mais nous sommes un dimanche et on ne trouve personne pour nous répondre. Par précaution, on décide de stopper le traitement de peur que cela s'aggrave. Je me dis qu'on aurait au moins tenté un nouveau traitement pour combattre la progression du cancer, mais que ce n'est pas une vie de passer par toutes ces souffrances. Au point où j'en suis, après la chimiothérapie classique, l'hormonothérapie et l'essai de ce nouveau traitement qui ne démarre pas sous les meilleurs auspices, je voudrais retrouver un minimum de qualité de vie, même si cela implique de laisser le cancer continuer à progresser. Suite à ma réaction allergique du 12 juin 2022, je revois mon oncologue le 6 juillet et il me convainc de refaire une tentative avec le traitement expérimental avec le piqûre en baissant un peu le dosage et en me donnant en parallèle 2 nouveaux médicaments, l'un contre les allergies, le second pour combattre la diarrhée. En plus de la fièvre et de ma perte d'appétit, j'ai aussi maintenant des vomissements journaliers. Je n'en serais peut-être voulu de ne pas avoir réessayé, mais je suis un peu pétrifiée par cette idée. Il est entendu avec mon oncologue que si je refais une forte réaction allergique, malgré la baisse du dosage et la prise d'antihistaminiques, ce qui est probable selon lui quand c'est déjà arrivé une fois, on arrêterait définitivement. Entre-temps, j'ai trouvé ces slides sur un site internet en anglais qui explique très bien ce qu'est un cancer primaire ou primitif inconnu. Il est écrit qu'on ne peut pas toujours trouver l'origine d'un cancer parce que premièrement, il peut être trop petit pour être vu sur un scan, que deuxièmement, il peut être caché par un cancer secondaire plus large et que troisièmement, le système immunitaire s'en est tout simplement peut-être débarrassé, laissant le cancer secondaire grossir. Un cancer primaire, aussi appelé primitif inconnu, signifie que les médecins ne sont pas sûrs d'où le cancer a démarré. Ils ont bien trouvé un cancer secondaire, adénocarcinome et métastases dans mon cas, mais pas la première tumeur à l'origine du cancer. Un cancer secondaire se produit lorsque les cellules cancéreuses se sont séparées de la tumeur d'origine pour se propager à une autre partie du corps. Les cellules cancéreuses voyagent à travers le sang ou le système lymphatique et forment un nouveau cancer autre part dans le corps. Ce cancer peut se propager dans plus d'un autre endroit du corps. Le 19 septembre 2022, mon mari m'accompagne, comme il le fait à chaque rendez-vous depuis le début, pour mon CT scan mensuel de contrôle. En fait, il travaille dans l'hôpital où je suis suivie, dans les services informatiques. Il est donc très familier avec l'endroit et bon nombre du personnel qu'il côtoie quotidiennement. Le 21 septembre, prise de sang bimensuelle maintenant. Et on a instauré une espèce de rituel, de tradition. Comme elles doivent se faire toujours à jeun, on s'arrête ensuite dans l'une des cafétérias de l'hôpital pour acheter un délicieux croissant au beurre dont l'odeur embaume tout le hall de l'établissement lorsque nous arrivons du parking. J'ai au moins quelque chose dans le ventre ces jours-là et ça me rappelle la France, mon pays. Le lendemain, on revient à la maison après mon rendez-vous mensuel avec mon oncologue avec le renouvellement pour un mois d'une partie de mes médicaments. La plupart sont pour contrer les effets secondaires du traitement. Au final, j'avale une 30aine de pilules chaque jour. 2 piqûres, mon traitement contre le cancer, entre 5 et 7 oxycodons contre les douleurs, 10 cachets de lopéramide contre les diarrhées, un lévocetirizine contre les allergies,
un Xarelto, un antithrombotique, 2 metformine contre le diabète, 1 à 3 méthoclopramide monohydrochloride contre les nausées, un omaprazole contre les maux d'estomac, et rien à voir avec le cancer, un Euthyrox contre l'hypothyroïdie et un citalopram contre la dépression. D'après le dernier scanner et bilan sanguin, mon cancer est stable. J'ai lu ce jour-là un peu de déception dans le regard de mon mari, qui espérait mieux, à savoir une régression de la taille, voire du nombre de mes métastases. Fin septembre 2022, j'ai eu un long rendez-vous téléphonique avec l'une des diététiciennes de l'hôpital, à l'initiative de mon cancérologue, concernant ma perte constante de poids et d'énergie, due aux difficultés grandissantes que j'ai à me nourrir. On a décidé de commencer à prendre des bouteilles hyperprotéinées et hypercaloriques à utiliser comme complément ou remplacement de repas. Le 1er octobre, j'ai donc reçu un colis d'essai. Tout est bien expliqué quant à leur utilisation. En plus, elle m'a envoyé un document bien fait, une liste de produits riches en protéines que je peux facilement me procurer dans les supermarchés. J'espère que cela va m'aider. Ces petites bouteilles ne font que 125 ml et il est préconisé de les prendre très lentement, en 1 heure de temps. Le 8 novembre, je passe mon énième CT scan de contrôle. Le résultat sera lors de ma consultation mensuelle dans 1 semaine avec mon oncologue. En plus, et je n'avais pas besoin de cela, je dois prendre un rendez-vous avec mon dentiste suite à une rage de dents depuis la veille. Je n'en ai vraiment pas envie, je hais le dentiste comme beaucoup, bien que la mienne soit adorable, je dois l'admettre. Elle était en vacances, donc j'ai vu son remplaçant. Après radio, on doit m'extraire une molaire, mais il refuse de le faire à cause de mon cancer et de tous les médicaments que je prends. Il m'envoie donc à l'hôpital pour cette extraction. Après un panoramique de mes dents, le chirurgien dentiste de l'hôpital m'annonce qu'il va m'enlever non pas 1, mais 2 molaires. Ça s'est super bien passé, en 2 temps 3 mouvements, sans aucune douleur, et je suis soulagée. Grande première le 11 novembre, car j'ai accompagné mon mari dans une galerie marchande pour acheter des cadeaux de Saint-Nicolas pour mes neveux. Ici, aux Pays-Bas, les enfants ne reçoivent que des cadeaux pour la Saint-Nicolas et n'ont rien pour Noël. Première véritable sortie depuis le début de tous mes traitements en 2021. Comme je marche comme une tortue avec mon déambulateur, je l'ai finalement attendu dans une brasserie à l'intérieur du centre commercial avec un latte macchiato et un panini que j'ai pratiquement réussi à manger entièrement. La veille du réveillon de Noël, je n'en peux vraiment plus de toutes ces diarrhées, effets secondaires de mon traitement, qui durent depuis des mois, jour et nuit, et qui continuent malgré le traitement que j'ai pour les stopper. Je vais pratiquement une quinzaine de fois aux toilettes tous les jours. Comment vous sentiriez-vous si vous déféquiez dans votre sommeil sans en avoir conscience? Je porte constamment des protections pour adultes incontinents et ce n'est vraiment pas drôle. Le 9 février 2023, nouveau rendez-vous mensuel avec mon oncologue. Pas de nouvelles métastases, pas de diminution de celles existantes. État stable. On continue donc le traitement. Mon cancérologue est très positif, moi plus mitigé, car j'aurais aimé qu'il m'annonce au moins une diminution de la taille des tumeurs existantes, après tout ce que me fait endurer ce traitement depuis des mois. L'un des nombreux effets secondaires de mon traitement, entre parenthèses, j'ai gagné le gros lot, car j'ai tout ce listé sur la notice du Picret, est le nez qui coule comme une fontaine. Je suis depuis peu obligée de ne prendre une pilule contre les allergies que tous les 2 jours au lieu de quotidiennement, à cause de mes reins qui ne fonctionnent plus très bien. C'était soit freiné sur les antihistaminiques, soit sur les cachets contre les nausées, qui sont aussi néfastes pour les reins. Début mai 2023, j'ai perdu 7 kilos depuis janvier, et ce malgré les compléments hyperprotéinés prescrits par ma diététicienne. La perte de poids avec le cancer est vraiment difficile à gérer. Fin mai, j'ai perdu encore 5 kilos supplémentaires. Je me rends compte que je fais le poids que je faisais adolescente, il y a donc plus de 40 ans.
Ça m'interpelle un peu, car toute ma vie, j'ai été un peu en surpoids. Mais ces derniers mois, je n'arrive plus à avaler quoi que ce soit, même les petites bouteilles de compléments prescrites par la diététicienne. Je vomis de plus en plus souvent, j'ai constamment la diarrhée depuis 1 an maintenant. Un signe évident à mon sens que mon organisme n'en peut plus et qu'il ne supporte plus le traitement. Heureusement, le 1er juin, j'ai mon rendez-vous mensuel de contrôle avec mon oncologue. Je ne rentrerai pas à la maison à l'issue de ce rendez-vous, car mon cancérologue me fait admettre en urgence au sein de son service. Il a immédiatement vu que quelque chose n'allait vraiment pas. Impossible de tenir debout depuis plusieurs jours, j'ai dû me présenter au rendez-vous sur une chaise roulante. Et il le savait déjà, au vu des résultats de mon bilan sanguin très alarmant. Je suis complètement déshydratée. Mes reins ne fonctionnent plus et j'ai une infection. Sa priorité est de tenter de restaurer le fonctionnement de mes reins et de trouver l'origine de mon infection. Il veut aussi comprendre pourquoi il n'arrive pas à contrôler les diarrhées constantes et abondantes que j'ai depuis bientôt 1 an, malgré la dose massive de médicaments qu'il m'a prescrite pour les combattre et qui n'ont strictement aucun effet. Dès mon admission, j'ai droit à un ECG, un scanner et des prises de sang. Mon taux de potassium et de sodium étant trop bas, je suis sous perfusion jour et nuit. Dès que je pourrai de nouveau tenir sur mes jambes et aller aux toilettes moi-même, je me battrai toutes les heures avec le pied à perfusion que je dois emmener avec moi. Une galère de trimballer tout ce matériel avec soi. Il pense que tous ces problèmes viennent du traitement sous piqueret que je suis depuis 1 an et me le font arrêter le temps de mon hospitalisation. 1 semaine après, je suis toujours à l'hôpital. J'ai toujours la diarrhée, 10 à 15 fois par jour, malgré les fortes doses de lopéramide et d'imodium qu'il continue à me prescrire. Mon appétit n'est toujours pas revenu. Je suis toujours sous perfusion, mais mon taux de potassium et de sodium commence à remonter doucement. Point positif, je pense grâce aux perfusions, j'ai repris un peu de poids. Ce matin-là, j'ai eu une coloscopie dans le but de trouver l'origine de mon infection des intestins, qui est avérée après les analyses de mes selles, et si mes diarrhées seraient autre chose qu'un effet secondaire de mon traitement. Les résultats de cette coloscopie montrent que mes intestins sont complètement ulcérés. Une biopsie est en cours pour essayer d'en comprendre la raison. Il pense que je pourrais peut-être aussi avoir la maladie de Crohn. Après cette première semaine à l'hôpital, je commence à me sentir un peu mieux, mais je suis toujours très fatiguée et dors beaucoup. Je sortirai finalement de l'hôpital le 13 juin. Aucune raison autre que les conséquences de mon traitement sous piqueret n'a été trouvée pour expliquer mes diarrhées. Je ne reprends donc pas pour l'instant ce médicament et attends mon prochain rendez-vous début juillet avec mon oncologue pour en parler avec lui. Je recommence à mieux m'alimenter et mes diarrhées ont presque disparu. Mais malgré le fait que je me sente toujours faible après 15 jours d'hospitalisation, cela fait des mois que je ne m'étais plus sentie aussi bien. 1 semaine après être rentrée à la maison, j'arrive de nouveau à monter les escaliers jusqu'à ma chambre sans l'aide de mon mari. Le 27 juin 2023 sera la date de mon dernier rendez-vous avec mon oncologue. Après pratiquement 2 ans de chimiothérapie, d'abord classique, puis en prenant le médicament nommé Piqray, entrecoupé par une tentative d'hormonothérapie, aucune amélioration de mon cancer n'a eu lieu. Ma santé n'a cessé de se dégrader et nous avons donc décidé d'un commun accord d'arrêter tout traitement, puisque de toute façon mon corps ne les supporte plus. Au fil des mois, je n'ai fait que m'affaiblir toujours plus, me retrouvant finalement hospitalisée d'urgence à cause des effets secondaires du traitement. Mon oncologue ne m'avait pas caché dès le début que ce type de cancer dont j'étais atteinte était incurable. Il m'avait proposé ces différents traitements pour que je gagne en espérance de vie. Mais au final, pendant 2 ans, j'ai été incapable de profiter de la vie, constamment au fond de mon lit, de plus en plus malade à cause des effets secondaires des traitements. Tout cela dans le seul but de stabiliser l'évolution du cancer. Après l'arrêt de mes traitements, nous sommes conscients que mon cancer va se propager toujours plus. En attendant, j'espère reprendre un peu d'énergie et profiter au mieux du temps qu'il me reste à vivre. On va donc se concentrer maintenant sur ma qualité de vie
et des soins palliatifs, à savoir contrôler au mieux les douleurs. Il me conseille de prendre rendez-vous avec mon médecin généraliste qui va maintenant prendre le relais et remplir avec elle les papiers nécessaires pour faire une demande d'euthanasie qui est légale aux Pays-Bas. Il m'explique que, comme cela, lorsque les antidouleurs n'auront plus d'effet, ou si simplement je ne supporte plus de me voir dépérir et que j'ai perdu tout goût de vivre, nous pourrons y avoir recours. Suite à leurs conseils, on remplit également une demande de non-réanimation. Car déjà affaibli par le cancer, si j'avais un arrêt cardiaque, m'explique-t-il, je serais dans un état pire encore si j'étais réanimé, et donc que cela n'en valait pas la peine. Enfin, un dernier document donnant tous les pouvoirs à mon mari pour décider à ma place de faire procéder à mon euthanasie si le moment venu je ne pouvais le faire moi-même. Par exemple, en cas de sénilité, d'incapacité à pouvoir m'exprimer, d'inconscience ou autre. De faire toutes ces démarches, ce n'est vraiment pas facile. Lors de ma visite chez mon généraliste, nous avons constaté que mes pieds, chevilles et mollets étaient très gonflés à cause de tous les fluides qui m'ont été transfusés lors de mon séjour en juin à l'hôpital. À sa demande, une infirmière va venir tous les 2 jours à la maison pour me mettre des bandes de compression jusqu'à ce que cela s'améliore. Cela durera 1 mois et demi. 5 mois après ma sortie de l'hôpital et mon arrêt de tout traitement, je continue à recevoir le soutien de ma famille et de mes amis qui me couvrent de petits cadeaux et de gentilles attentions. Je vais toujours bien et j'ai vraiment l'impression de revivre. Ma qualité de vie n'est pas au top, mais j'ai l'impression d'en profiter un peu mieux par rapport au moment où j'étais sous traitement. Je peux de nouveau sortir, aller promener mes chiens avec mon mari. Mon appétit semble être revenu. Mais je suis souvent réveillée la nuit par des cauchemars. Pas facile d'accepter que l'on va mourir. Il m'arrive aussi, lorsque j'écoute une playlist de ma musique préférée pour me détendre, d'éclater en sanglots et de pleurer pendant des heures. Pareil lorsque je regarde la beauté de la nature autour de moi. Tant de beauté que je sais bientôt ne plus pouvoir profiter, car je sais que je suis en train de mourir prématurément à cause d'un foutu cancer incurable. Je vais bientôt perdre toutes ces merveilles et je ne reverrai plus les personnes que j'aime. Mon mari a ramené le Covid début décembre 2023. Très malade à mon tour, je fais un test qui s'avère aussi positif. Je ne me sentais pas très bien depuis 1 ou 2 jours, nez bouché, légère toux, et aussi de nouveau une perte d'appétit, des douleurs musculaires un peu plus fortes que d'habitude, une grande fatigue. Le 3e jour, je me réveille en sueur avec de la fièvre, d'intenses douleurs partout et un mal de tête terrible que je n'arrive pas à contrôler, et pour couronner le tout, des vomissements. Je me dis, après le test positif au Covid, que je vais couconner une dizaine de jours à la maison avec mon mari, en espérant qu'après cela, je recommencerai à mieux me sentir. Quelques semaines après, plus ou moins remis sur pied, on a passé 3 heures de repas de Noël chez ma belle-mère. Je suis rentrée à la maison complètement cassée et me suis directement couchée tout habillée. J'en déduis que cet état est dû à une combinaison de la fin de mon Covid et du cancer. Je ne veux pas m'avouer que depuis 1 mois, mes douleurs sont un peu plus présentes et intenses. Fin janvier 2024, je réalise que mon cancer s'est vraiment aggravé depuis 9 mois. Je n'ai de nouveau plus aucun appétit, plus d'énergie et des douleurs toujours plus persistantes. À ma demande, mon médecin généraliste accepte sans rechigner d'augmenter mes doses d'oxycodone. Une pilule de 30 mg à effet retard le matin au réveil, une seconde 12 heures après, sachant que je peux prendre, si le besoin s'en fait sentir, jusque 3 pilules de 5 mg à effet immédiat dans la journée. Je prends aussi chaque jour une poudre à diluer dans de l'eau pour m'aider à aller à la selle, car l'inconvénient de l'oxycodone est qu'il constipe énormément. Nous sommes aujourd'hui fin avril 2024 et je me rends compte que cela n'est déjà plus suffisant et que je suis de plus en plus fatiguée. En mars, j'ai laissé mon mari aller seul à l'anniversaire de notre nièce, idem pour le brunch familial que nous organisons pour Pâques, événement que je n'avais pas manqué les 2 premières années qui ont suivi le dépistage de mon cancer.
Durant mes 2 ans de traitement, nous avons fait une pause de 3 mois pour laisser mon corps souffler, et au CT scan de contrôle, avant de reprendre un traitement, j'avais de nouvelles métastases et celles déjà existantes avaient grossi. Je n'ose pas imaginer ce qu'il en est aujourd'hui, alors que j'ai stoppé mes traitements depuis 11 mois. Je ne sors plus, car je n'en ai plus la force. Le fait de simplement me doucher m'achève pour la journée. Je ne mange pratiquement plus également. Je passe mes journées à me goinfrer de films et de séries. Entre parenthèses, c'est fou le nombre de gens qui meurent de cancer dans toutes ces fictions. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Je suis à fleur de peau et pleure pour un oui, pour un non, surtout lorsque je regarde les informations et la bêtise humaine. Mon mari est vraiment un homme formidable. Il me soutient énormément et ne sait pas quoi faire pour me faire plaisir et essayer de me faire sourire, même rigoler. Je l'aime plus que tout au monde et je suis si heureuse de l'avoir rencontré. J'ai remarqué qu'au fil de ma maladie, mes animaux s'étaient beaucoup rapprochés de moi, comme s'ils ressentaient que quelque chose n'allait pas. Notamment mes 2 chats. Lorsque je monte me coucher le soir, ils m'attendent déjà dans mon lit, où ils viennent m'y rejoindre dans la journée lorsque je ressens le besoin de faire une sieste. Ils ne s'étaient jamais comportés ainsi auparavant. La demande de mon mari, et pour me rassurer également, j'ai laissé tout un tas de notes relatives à mes dernières volontés dans un carnet, afin qu'il ait le moins de choses à penser et à décider lorsque le moment sera arrivé. Du choix du type de cérémonie la plus simple possible, aux vêtements que je souhaite porter, de celui de la musique jusqu'aux démarches à faire. Cela ne me fait pas peur, je suis seulement énormément triste à l'idée de la peine que vont ressentir ceux que j'aime et qui me sont chers lorsque je vais partir. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon témoignage au sujet de mon cancer, et cela m'a fait du bien de pouvoir me confier, car je ressentais un besoin urgent de le faire, une manière pour moi de laisser une trace de mon passage sur cette terre. Il ne faut pas faire une généralité de ce qui m'est arrivé. J'espère que d'autres personnes, à qui on a dépisté un cancer primitif inconnu de stade 4, ont eu plus de chance et s'en sont mieux sortis. Et peut-être qu'avec le temps, on pourra trouver un traitement qui sera plus efficace. Je ne sais pas quand mon heure sera venue, mais je serai surprise de voir les prochaines fêtes de fin d'année. Accepter que l'on va mourir prématurément est un long processus. Mon conseil, profitez de tous les petits bonheurs simples de la vie, car en un instant tout peut basculer. Un coucher de soleil, le sourire d'un inconnu, le chant d'un oiseau, les étoiles qui brillent la nuit dans le ciel, le rire d'un enfant, le ressac des vagues, le bruit du vent dans le feuillage des arbres, l'odeur de la pluie, celle des fleurs, de l'herbe fraîchement coupée, le merveilleux paysage dont la terre regorge. Écoutez de la musique et la liste est sans fin. Et n'oubliez pas de dire et de montrer aux autres que vous les aimez. Soyez à l'écoute et toujours bienveillants. Enfin, pour conclure, je voulais vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté. Cette vidéo un peu longue est loin d'être professionnelle. Je suis consciente de m'être parfois perdue dans des détails que vous pourrez juger inutiles et de m'être répétée, mais je voulais être sûre de ne rien oublier dans la description de mon parcours. Vous l'aurez constaté, je ne suis pas une grande oratrice. Mon ton est souvent monocorde, hésitant, et mon élocution malaisée. De plus, le son est souvent de piètre qualité, car on entend régulièrement le babillage joyeux de mon inséparable au-dessus de mes paroles. Encore une fois, un grand merci à vous pour votre attention et votre compréhension.